Dans le royaume d'Iolcos, dans le nord de la Grèce, le roi Créthée venait de mourir et ses fils étaient sur le point d'entrer dans une lutte fraternelle pour le trône. Éson était le premier-né du roi, mais Pélias, son demi-frère du côté maternel, affirmait avoir droit à la couronne. Pélias était le fils de la reine et de Poséidon, dieu des mers. Pélias rallia des partisans à sa cause et usurpa le trône à son frère. Comme Éson avait un tempérament pacifique, Pélias décida d'épargner sa vie s'il renonçait au trône. Sous la menace, Éson céda. Pélias se rendit à un oracle car il voulait savoir si un prétendant menaçait son trône. La prêtresse d'Apollon lui annonça qu'il régnerait longtemps jusqu'à ce qu'apparaisse un homme ne portant qu'une sandale. Cet homme provoquerait la chute de Pélias. Pélias, chaque fois qu'il rencontrait une nouvelle personne, au lieu de le regarder dans les yeux, regardait ses pieds, essayant de trouver son futur ennemi. La femme d'Éson avait un fils, Jason. Le père craignait pour la vie du nouveau-né. Pour le protéger, Éson demanda l'aide de Chiron, un centaure célèbre et sage qui vivait dans les montagnes de Thessalie. Le centaure était un célèbre entraîneur de héros et enseigna à Jason l'art de la chasse et le maniement des armes. Lorsqu'il était encore adolescent, Jason rencontra un dangereux léopard qui terrorisait les bergers locaux. La bête attaqua le jeune homme, mais grâce aux connaissances que lui avait enseignées son maître, Jason parvint à se défendre contre le léopard. Dès lors, Jason portait la peau de léopard en guise de cape et était respecté dans la région pour le courage dont il avait fait preuve. Lorsque Jason eut 20 ans, Chiron lui révéla qui il était vraiment. Le garçon pouvait prétendre au trône d'Iolcos, et maintenant qu'il était adulte, il devait se battre pour ce qui lui appartenait. Jason s'arma et se mit en route pour Iolcos. Il savait qu'il devrait recourir à la ruse pour conquérir le trône. Après tout, Pélias était un roi puissant. En chemin, il arriva à un ruisseau. Sur la berge se trouvait une vieille femme qui lui demanda de l'aide car elle ne pouvait pas le traverser. Jason porta la vieille femme sur son dos et tous deux atteignirent l'autre rive, sains et saufs. Mais alors qu'ils sortaient de l'eau, Jason se rendit compte qu'une de ses sandales avait été emportée par le courant. Et soudain, Jason remarqua que la vieille femme s'était transformée en une belle femme. C'était la déesse Héra, épouse de Zeus, qui s'était déguisée en vieille femme pour tester la bonté des hommes. Grâce à la gentillesse de Jason, il pouvait compter sur les bénédictions divines dans son aventure. Jason est arrivé à Iolcos. La nouvelle de la présence d'un étranger portant seulement une sandale parvint rapidement au roi. Le jeune héros fut conduit auprès du monarque, qui tenta de dissimuler la peur qu'il ressentait à la vue du guerrier aux pieds nus. Jason déclara qu'il était là pour reprendre le trône auquel il avait droit, mais qu'il ne cherchait pas à se venger. Son oncle pouvait donc conserver toutes les richesses qu'il avait accumulées, à condition de lui rendre la couronne et le sceptre royaux. Le roi astucieux répondit qu'il avait l'intention d'accepter les demandes et d'éviter un bain de sang, à condition que le brave garçon se rende en Colchide et prenne la toison d'or. Ainsi, il saurait que son royaume est entre les mains d'un roi courageux et béni des dieux. Jason accepta la proposition de son oncle. Sans crainte, il commença ses préparatifs pour l'une des plus grandes aventures de la mythologie grecque. La saga de Jason et des Argonautes était sur le point de commencer. Après avoir relevé le défi lancé par le roi Pélias, la nouvelle que Jason voulait rassembler des volontaires pour participer à la plus grande aventure dont le peuple grec ait jamais entendu parler s'est répandue dans toute la Grèce. Jason était béni par les dieux. Athéna, déesse de la sagesse, inspira au charpentier Argus, fils de Poséidon, la construction d'un navire étonnant.
comme il n'en avait jamais existé auparavant. Le bois du navire ne pourrissait jamais dans l'eau et c'était le seul bateau au monde à naviguer en haute mer. Auparavant, les marins n'osaient pas s'éloigner de la terre ferme. Le navire était sculpté dans un tronc de chêne sacré, provenant directement de l'oracle de Dodone, une magnifique sculpture de la déesse Héra. Ce magnifique ornement était fixé à la proue du navire. Outre les effets protecteurs traditionnels du symbole, la déesse Héra pouvait communiquer directement avec les membres de l'équipage par son intermédiaire. De nombreux héros grecs souhaitaient participer à la quête de la Toison d'Or. Parmi eux se trouvait le célèbre Hercule, accompagné de son ami Hylas et le glorieux Thésée qui avait vaincu le Minotaure. De Sparte arrivaient les Dioscures, c'est-à-dire les frères jumeaux Castor et Pollux, frères de la belle Hélène, celle qui sera à l'origine de la plus célèbre guerre de la mythologie grecque. Les fils d'Éaque, Télamon, père d'Ajax le Grand, et Pélée, père d'Achille, se sont également présentés. Orphée, célèbre fils du dieu Apollon, est arrivé avec sa lyre, rejoint par le chasseur expert Méléagre. De nombreux autres héros venus de toute la Grèce ont continué à se présenter, même les fils ailés de Borée. Le roi Pélias craignait que le superbe équipage permette à Jason d'accomplir sa tâche. Le charpentier Argus présenta au héros son chef-d'œuvre, un magnifique vaisseau sans égal. En l'honneur du constructeur, l'équipage baptisa le navire Argo et se proclama les Argonautes. Jason proposa une élection ou une loterie pour désigner le capitaine et le chef de l'expédition. Mais les héros n'avaient aucun doute, Jason devait les diriger et fut acclamé chef des Argonautes. Des sacrifices furent faits aux dieux pour qu'ils bénissent et protègent les Argonautes. Plus de 50 héros se lancèrent dans l'inconnu. L'aventure de Jason et des Argonautes venait de commencer. Jason et les Argonautes traversaient la mer Égée à la recherche de la Toison d'Or. Le navire Argo était un excellent vaisseau et bravait la haute mer avec une habileté sans précédent. Les marins héroïques ramaient avec une grande vigueur, car il n'y a jamais eu d'équipage plus glorieux que celui-ci, ni avant, ni depuis. Ils aperçurent une île à l'horizon et s'y rendirent pour se ravitailler. Il s'agissait de l'île de Lemnos et un événement inquiétant s'était produit récemment. Pendant plusieurs décennies, les femmes de cette île avaient été maltraitées par leurs maris et forcées de vivre une vie misérable. Mais une grande rébellion éclata lorsque les hommes de l'île firent venir de nouvelles épouses de Thrace et humilièrent encore davantage les résidentes. Elles attaquèrent tous les hommes de Lemnos. Beaucoup furent tués et d'autres fuirent l'île pour se sauver. L'île de Lemnos était gouvernée uniquement par des femmes et la présence des hommes y était interdite. Les anciens seigneurs de l'île tentèrent à plusieurs reprises de reprendre le pouvoir, mais furent repoussés par les femmes guerrières. Lorsque les Argonautes débarquèrent sur Lemnos, ils furent accueillis par une armée de femmes guerrières qui leur pointèrent des flèches menaçantes. Les héros avaient des intentions pacifiques et s'efforçaient de ne pas paraître menaçants. Jason choisit Échion comme émissaire des Argonautes auprès de la reine de Lemnos. Échion était le fils du dieu Hermès et possédait le don de la parole et de la persuasion. Devant Hypsipyle, Échion usa de tout son charisme et de toute son éloquence pour convaincre la reine qu'ils avaient de bonnes intentions et qu'ils souhaitaient seulement se réapprovisionner en eau et en nourriture. Après avoir rencontré ces hommes d'une immense valeur, les femmes de l'île décidèrent qu'elles ne pouvaient plus continuer à vivre ainsi. Les invasions ennemies successives avaient affaibli les femmes, et sans hommes pour effectuer les travaux les plus lourds, le développement de l'île était entravé. La reine ordonna donc la livraison de nombreux cadeaux aux Argonautes. Ils furent également invités au grand banquet de la reine.
Durant plusieurs jours, les Argonautes festoyèrent et bénéficièrent de l'hospitalité des femmes de Lemnos. Les journées étaient si agréables que les héros en oublièrent presque leur mission. Hercule, qui était resté sur le navire à attendre ses semblables, apparut et utilisa sa voix puissante. Il reprocha aux héros d'avoir oublié leur devoir. Sur cette île, ils ne connaîtraient qu'une vie peu glorieuse, car beaucoup avaient des femmes à la maison qui attendaient leur retour avec impatience. Les hommes retournèrent au navire, honteux. Jason, très aimablement, leur dit qu'ils devaient partir. Les femmes, qui auparavant ne voulaient pas que les hommes débarquent sur l'île, étaient tristes de les voir partir. Les femmes de Lemnos virent les Argonautes partir sans se retourner. Nombreuses étaient celles qui portaient dans leur ventre le germe de la vie. Les fils des héros donneraient plus tard naissance à une nouvelle génération d'hommes sur cette île. Les Argonautes atteignirent le détroit de l'Hellespont, l'actuelle Turquie. Les eaux étaient patrouillées par la marine troyenne sous les ordres du roi Laomédon, qui interdisait aux étrangers d'y pénétrer sans autorisation. Les héros décidèrent donc de traverser ces eaux de nuit pour éviter les navires ennemis. Avec l'aide du héros Lyncée, qui avait les yeux d'un lynx et pouvait voir sur de longues distances, même la nuit, les héros naviguèrent sur ces mers dangereuses jusqu'à leur destination. Après avoir navigué dans des eaux inconnues, les Argonautes arrivèrent sur une île où vivaient les Dolions, un peuple descendant de Poséidon. Ils furent chaleureusement accueillis par Cysique, roi des Dolions, qui avait déjà été averti par un oracle de bien recevoir les visiteurs entrants. Par coïncidence, le roi fêtait ce jour-là son mariage. Les Argonautes furent invités aux célébrations, une occasion agréable et joyeuse. Le lendemain, le roi emmena les Argonautes sur une colline et leur montra son royaume. Il dit que sur l'île vivaient de dangereux géants qui attaquaient les visiteurs. Parfois, son royaume était assiégé par des maraudeurs pélagiens. Au sommet de la montagne, les Argonautes aperçurent le navire Argo amarré sur la plage, dont la protection était garantie par Hercule. Les terrifiants géants à 6 bras dont avait parlé le roi apparurent soudain parmi les arbres. Ils commencèrent à lancer de grosses pierres sur l'Argo, essayant de le détruire, profitant de l'absence des héros. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'Hercule, grâce à son formidable arc, défende héroïquement le navire avec des tirs parfaits. Les géants furent massacrés les uns après les autres par les flèches du fils de Zeus. Hercule ne gaspilla aucune flèche et abattit tous les géants. Le nom du grand héros devint populaire dans de lointains pays. Pour les remercier d'avoir aidé à débarrasser l'île de ces monstres, le roi Cysique offrit aux Argonautes de nombreux cadeaux. Jason et son équipage prirent la mer, laissant derrière eux une nation amie. Mais cette même nuit, les Argonautes furent frappés par une terrible tempête et se perdirent dans l'obscurité. Grâce aux éclairs, ils aperçurent la silhouette d'une île à l'horizon. Les héros réussirent à sécuriser le navire dans un bras de mer et à accoster en toute sécurité. Ils se protégèrent de la tempête en entrant dans les bois près de la plage. Alors qu'ils se promenaient dans la forêt, les Argonautes tombèrent dans une embuscade tendue par des assaillants qui les attaquèrent au milieu de l'obscurité. Les Argonautes se défendirent efficacement. La plupart d'entre eux étaient des combattants très expérimentés, ce qui leur permettait d'abattre leurs ennemis. Mais lorsque Jason enfonça son épée dans le ventre d'un ennemi, il réalisa que son ennemi était le roi Cysique, menant ses hommes contre lesquels il pensait être des envahisseurs pélagiens. Les Argonautes tuèrent par erreur leurs nouveaux amis. En entendant cela, la reine, nouvellement mariée, courut vers son mari, mais son esprit était déjà parti vers Hadès. La reine, désespérée, se jeta sur le corps du roi. Ressentant une tristesse extrêmement profonde, elle tomba malade
et rejoignit son mari dans le monde des morts. Les Argonautes se dirigèrent vers leur destination. Et après une nouvelle victoire glorieuse, Hercule ramait maintenant avec beaucoup d'énergie. Cette énergie était telle que parfois le navire Argo avait plus de rameurs du côté opposé à Hercule pour maintenir le bateau sur sa trajectoire. Hylas, le jeune écuyer d'Hercule, qu'Hercule traitait comme son fils, ramait aux côtés du héros. Après tant de force, la rame d'Hercule ne résista pas et se brisa complètement. Les Argonautes se rendirent donc sur l'île de Mysie. Ils voulaient abattre un arbre et fabriquer une nouvelle rame pour le héros. Hercule et Hylas s'enfoncèrent dans la forêt. Le héros cherchait un arbre idéal pour la nouvelle rame, tandis qu'Hylas essayait de trouver une source d'eau potable. Le fils de Zeus dit à Hylas qu'ils devraient se séparer pour accomplir leur tâche plus rapidement. Après cela, ils se retrouveraient près du bateau. Hercule trouva un arbre solide dont le tronc était idéal pour sculpter la nouvelle rame et commença à la fabriquer. Lorsqu'à la fin de la journée, Hercule retourna au navire, on lui annonça qu'Hylas n'était pas encore arrivé. Tous les héros partirent dans les bois à la recherche d'Hylas en criant son nom, mais en vain. Mais ils trouvèrent les jarres qu'Hylas portait, abandonnées au bord d'un étang. Jason se rendit compte qu'il n'y avait aucune trace de lutte. Tout indiquait qu'Hylas était entré dans l'eau et s'était peut-être noyé. Hercule ne croyait pas à cette hypothèse. Il savait qu'Hylas était un excellent nageur. Il partit donc à la recherche de son ami. Quelques heures plus tôt le même jour, Hylas arriva au bord de l'étang et fut fasciné par la beauté des paysages de l'endroit. Mais ce n'était pas seulement lui qui était captivé. Derrière un rocher se trouvait Dryope, une nymphe naïade et l'une des divinités mineures de l'eau. Elle tomba amoureuse du jeune homme dès qu'elle le vit. Le garçon s'accroupit pour goûter cette eau cristalline et, sorti de nulle part, il fut surpris par le baiser de la naïade. Dans les eaux de la lagune, Hylas vit émerger la belle Dryope et les ravissantes sœurs naïades. C'étaient des créatures délicieuses. Dryope proclama son amour au jeune héros et il ne put résister au regard envoûtant de la nymphe naïade. Hylas fut entraîné dans l'eau sans opposer de résistance. Dryope conduisit le héros vers une grotte sous-marine. On dit qu'Hylas vécut heureux parmi les nymphes naïades, mais on ne revit jamais le jeune Argonaute. À la demande de Zeus, Hermès, le dieu messager, annonça que la recherche d'Hylas devait prendre fin, car il vivait heureux parmi les nymphes. Il dit également que le destin d'Hercule n'était pas de continuer aux côtés des Argonautes vers la Colchide, car il avait toujours pour mission d'accomplir ses 12 travaux. Après le message divin, Jason ordonna aux Argonautes de retourner au navire. C'est avec grand regret qu'ils continuèrent sans le plus grand de tous les héros. Les Argonautes cherchaient à nouveau de l'eau douce pour alimenter leur navire. Près de la Bithynie, ils trouvèrent une belle source où ils pourraient accomplir leur dessein et décidèrent de débarquer. Mais alors qu'ils se rendaient à la source, un homme énorme se dressa sur le chemin des héros. Il était extrêmement fort et avait l'air effrayant. Il s'appelait Amico. Il prétendait que cette fontaine avait été créée pour lui par Poséidon, le seigneur des océans et son glorieux père. Pour boire à la fontaine, l'un des Argonautes devait disputer un match de boxe contre lui. Les Argonautes se regardèrent avec crainte. Le géant était connu pour avoir le coup de poing le plus puissant de tous les hommes. Mais Pollux se porta volontaire pour affronter la brute qui se moquait du courage de cet homme frêle. Son frère Castor tenta de dissuader Pollux de combattre le monstre, car aucun homme n'avait jamais survécu à un combat contre Amico. Et après tout, il pourrait encore trouver de l'eau ailleurs.
Le géant dit qu'il était normal que les hommes tremblent devant le fils de Poséidon. Mais Pollux affirmait qu'il était le fils de Zeus et que, tout comme son père, il ne fuirait jamais un combat. Les deux combattants se faisaient face et les Argonautes acclamèrent Pollux avec des cris enthousiastes. Amico porta un coup puissant à l'estomac de Pollux, ce qui fit perdre le souffle au héros. Alors que Pollux était à genoux, essayant de remplir ses poumons d'air, le géant se moqua, demandant si ce garçon était le meilleur qu'ils avaient. Pollux se leva et dit que le combat n'était pas encore terminé. Amico était furieux de la provocation. Le géant porta des coups extrêmement dangereux, mais Pollux, avec une grande agilité, les esquiva tous. Pollux se rendait compte qu'il ne pourrait pas se battre à armes égales contre un adversaire plus fort que lui. Il choisit donc d'effectuer des attaques et des contre-attaques rapides. À chaque coup manqué par le géant, la frustration d'Amico augmentait et il essayait de frapper encore plus fort, gaspillant de plus en plus d'énergie. Pendant ce temps, Pollux concentrait ses attaques sur la taille de son adversaire pour le priver davantage de souffle. Quand Amico parut enfin montrer des signes d'épuisement, Pollux décida d'attaquer. Grâce à un enchaînement rapide de coups de poing, Pollux mit le géant sur la défensive. D'un puissant uppercut au menton d'Amico, Pollux assomma le géant. Mais selon les règles d'Amico, le combat était à mort. Cependant, le géant plaidait pour sa vie. Après avoir attrapé Amico par les cheveux, Pollux lui demanda s'il avait déjà fait preuve de pitié envers ses adversaires. Amico promit de ne plus jamais défier quiconque voulait boire au puits de son père. Ainsi, l'offrande de Poséidon deviendrait un cadeau pour tous les voyageurs. Entendant cette promesse, Pollux épargna son adversaire. Les Argonautes remplirent leurs amphores d'eau fraîche et partirent heureux, sachant qu'ils avaient avec eux le plus grand boxeur du monde. La ville de Salmi-dessus, contrôlée par le roi Phinée, était vide et pourrie à l'arrivée des Argonautes, et l'air dégageait une odeur nauséabonde due à l'abondance des fientes d'oiseaux qui avaient été dispersés dans la ville. Les héros cherchèrent le monarque au sommet de l'acropole de la ville, car il était un brillant voyant et pouvait détenir des connaissances essentielles à la réussite de l'expédition des Argonautes. Zétès et Calaïs étant les beaux-parents de Phinée, ils savaient que celui-ci n'abandonnerait jamais son royaume. Phinée était assis à une table dans le palais démoli, au milieu de la misère. Le monarque semblait n'être que l'ombre de l'homme qu'il était autrefois, tant il était maigre. Phinée expliqua aux Argonautes qu'il était auparavant un sorcier respecté qui comptait sur la faveur des dieux et assistait fréquemment aux fêtes de l'Olympe parce que les dieux appréciaient sa compagnie et l'avaient invité. Cependant, lors de ces fêtes, il pouvait découvrir certains plans des dieux, écouter certaines discussions et avoir accès à des informations confidentielles. Il informait parfois certains individus des plans des dieux, afin qu'ils prennent les mesures qui s'imposent. Zeus, cependant, apprit ce que faisait Phinée et le punit brutalement pour avoir abusé de la confiance des dieux. Il perdit d'abord la vue. Vivre dans l'obscurité n'était pas suffisant. Phinée et son royaume devaient également faire face à des harpies répugnantes et révoltantes. Chaque jour, Phinée recevait un banquet, mais au moment où il allait commencer à manger, les harpies arrivaient et faisaient beaucoup de bruit. Elles jetaient leurs ordures sur la table tout en mangeant le repas du roi. Pour rester en vie, Phinée ne pouvait consommer que le strict minimum. Phinée assura aux Argonautes que s'ils l'aidaient à se débarrasser des harpies, le roi leur révélerait un secret important pour l'accomplissement de leur quête. D'un commun accord, les Argonautes se cachèrent et attendirent les harpies. Les harpies apparurent au début de la fête de Phinée, mais les Argonautes les chassèrent rapidement. Les héros réussirent à capturer l'une d'elles, mais les deux autres tentèrent de s'enfuir. Mais Zétès et Calaïs, les deux frères ailés,
s'envolèrent à la poursuite des animaux qui maltraitaient l'époux de leur sœur. Les deux frères se lancèrent dans un combat aérien avec les harpies. Les 3 harpies furent finalement soumises et sur le point d'être mises à mort. Mais l'intervention miraculeuse de la déesse Iris les sauva, car elle était leur sœur et ne voulait pas les laisser périr. Les harpies repartirent avec l'assurance qu'elles ne dérangeraient plus jamais le pauvre Phiné. En retour, Phiné montra aux Argonautes un défi périlleux qu'ils devraient relever s'ils avaient vraiment l'intention d'atteindre leur objectif. Leur plus grande crainte était que le tunnel se referme dès qu'ils apprendraient qu'un être vivant se trouvait entre ses parois, comme ce fut le cas pour les Symplegades, 2 énormes parois rocheuses qui créaient un couloir court et étroit. Jason libéra une colombe selon les instructions de Phiné et la laissa passer à travers les Symplegades. L'oiseau put traverser le couloir avant que les murs ne se referment pour éviter d'être écrasé. Les Argonautes accélérèrent leur vaisseau vers le tunnel alors que les murs commençaient à s'ouvrir. Les murs revinrent rapidement à leur place d'origine et commencèrent à se refermer. Au grand soulagement de son équipage légendaire, le navire Argo perça les rochers à la dernière seconde. Jason et les Argonautes se rapprochaient de leur destination, mais ils devaient encore faire face à de nombreux obstacles. Lorsque le navire des Argonautes passa devant les dangereuses falaises des Symplegades, les hommes trouvèrent des naufragés qui appelaient à l'aide. Il s'agissait de 4 jeunes hommes aux traits semblables à ceux des Grecs. Mais personne ne savait si une expédition grecque avait déjà atteint ces terres avant les Argonautes. Les naufragés ont été interrogés à bord par Jason. Ils prétendaient être partis de Colchide, la destination des Argonautes. Ils disaient qu'ils étaient les fils de Phrixus, le jeune prince grec qui était arrivé en Colchide monté sur le bélier d'or. Ils étaient les petits-enfants du roi de Colchide, car Phrixus avait épousé la fille de ce monarque. Mais les naufragés affirmaient que leur grand-père était un tyran qui méprisait ses petits-enfants parce qu'ils avaient du sang étranger. Cela justifiait la ressemblance physique des jeunes hommes avec les Grecs. Jason expliqua la mission des Argonautes aux princes naufragés et ils dirent qu'ils pourraient les aider s'ils les ramenaient en Grèce. Les princes affirmaient que la mission des Argonautes était pratiquement impossible. Après tout, Éétès était un roi très puissant, doté d'une armée et d'une marine puissantes. Il avait également à ses côtés la puissante magicienne Médée. Mais les Argonautes, qui voulaient tant atteindre la Toison d'Or, se sont heurtés à un obstacle encore plus redoutable. La peau de bélier en or était gardée par un dragon redoutable et invincible qui veillait jour et nuit sur cet artefact. Jason dit aux jeunes hommes que les dieux étaient du côté des Argonautes. Avec autant de héros regroupés, ils trouveraient un moyen de voler la Toison d'Or. Avec de nouveaux guides locaux, le voyage des Argonautes vers la Colchide est devenu plus facile. Leur objectif était proche. Les Argonautes arrivèrent à la capitale du royaume de Colchide, émerveillés par la grandeur et la richesse des palais du roi Éétès. De nombreux bâtiments avaient été érigés par les dieux et les cyclopes. Les petits-fils du roi emmenèrent Jason et quelques Argonautes dans la salle du trône de leur grand-père, présentant les héros comme ceux qui les avaient sauvés d'une mort certaine en mer. Le roi se méfiait toujours des étrangers, et cette fois-ci, ce n'était pas différent. Il demanda vertement ce que voulaient les visiteurs. Jason ne cacha pas ses intentions. Il dit qu'il était là pour emporter la Toison d'Or. Mais ils n'étaient pas des voleurs et voulaient payer le prix nécessaire en aidant dans toutes les tâches. Le roi dit qu'une seule faveur coûterait autant que la Toison d'Or, mais cette tâche coûterait certainement la vie à Jason. Il devait accomplir seul les semailles d'Arès, un dangereux rituel en l'honneur du dieu de la guerre. Jason dit qu'il n'était pas allé aussi loin pour abandonner au dernier moment et accepta la tâche imposée par le roi.
À ce moment-là, la puissante magicienne Médée entra dans la salle du trône, figure imposante et fascinante. Mais elle n'avait pas conscience d'être dans la ligne de mire de l'arc d'Éros. À la demande de la déesse Héra, il était là pour aider les héros. Après avoir été touchée par la flèche d'Éros, Médée tomba amoureuse de Jason. Jason décida de s'acquitter de cette tâche sans se douter de la passion qui débordait du cœur de Médée. Cet engouement serait déterminant pour la réussite de la mission. Jason était désolé. Bien qu'il ait fait preuve d'un grand courage en acceptant le défi du roi de Colchide, il était presque certain qu'il périrait en essayant d'accomplir cette tâche. Près de lui, Médée était également désemparée. La passion s'était emparée de son cœur, mais aimer Jason serait considéré comme une grande trahison envers sa famille. Médée et 2 de ses compagnons décidèrent de partir à la recherche de Jason. Soupçonnant les dames d'honneur, elle dit qu'elle avait l'intention d'empoisonner Jason, mais ce n'était pas sa véritable intention. Médée dit à Jason que les dieux voulaient qu'elle l'aide dans sa tâche mortelle. Mais pour ce faire, il lui fallait que le héros jure qu'il la prendrait pour épouse et ne l'abandonnerait jamais. Jason n'eut aucun doute et prêta serment. C'était son dernier espoir d'éviter une mort certaine, et Médée était une belle femme. Médée lui tendit une fiole contenant une puissante potion que seule une véritable disciple d'Hécate pouvait produire. L'élixir était fabriqué à partir du sang du titan Prométhée, piégé sur un rocher dans le Caucase, dont le foie était dévoré par un terrible oiseau. Suivant les instructions de la magicienne Médée, Jason oint son corps avec l'huile enchantée et protectrice. Les autres héros lui souhaitèrent bonne chance. Ils n'avaient aucune idée du défi qu'il allait relever, mais ils savaient que l'intrigant roi Éétès n'échangerait pas la toison d'or contre une tâche ordinaire. Jason se présenta sur le champ d'Arès, où l'attendaient le roi et la cour, espérant assister à un spectacle sanglant qui aboutirait à la mort du héros. Il devait lier à la charrue 2 taureaux puissants qui faisaient jaillir le feu de leurs naseaux. Et après cela, il lui faudrait semer la terre avec des dents de dragon. Les taureaux furent libérés. C'étaient des créatures impressionnantes, aux sabots d'airain, offertes par Héphaïstos au roi de Colchide. L'un des taureaux s'avança furieusement vers Jason, qui sauta dessus comme un torero de Crète. L'autre taureau l'attaqua avec un jet de flamme qui aurait certainement immolé le héros s'il n'avait pas eu son corps protégé par la potion de la magicienne. Jason recourut à l'agilité pour échapper aux poussées des bêtes, de plus en plus frustrées. D'un saut acrobatique, Jason réussit à faire s'entrechoquer violemment les animaux. Profitant de l'hébétude des animaux, Jason les traîna par les cornes vers les joues de la charrue. Une fois les animaux apprivoisés et attachés à la charrue, Jason commença à semer le champ. Au grand étonnement du public, Jason réussit à retenir les bœufs et planta les dents de dragon dans les rainures ouvertes par la charrue. Le roi Éétès sourit de satisfaction, car une surprise attendait encore le héros. De la terre semée de dents de dragon commencèrent à émerger des créatures effrayantes. Plusieurs monstres gigantesques surgirent de chaque dent de dragon, prêts à attaquer le héros. Mais Médée avait déjà prévenu Jason que cela se produirait. Inspirée par l'histoire de Cadmium, elle dit au héros de lancer une pierre ronde parmi les géants. Le rocher fit que les monstres commencèrent mystérieusement à se battre entre eux. Dans un combat tous contre tous, Jason commença à exterminer une créature après l'autre. Après avoir anéanti le dernier, Jason avait enfin accompli sa tâche. Jason fut porté sur les épaules par ses pairs et célébré pour cette grande réussite. Le méchant roi Éétès comprit que ce jeune homme comptait sur la faveur des dieux.
Il craignait que même le dragon de Colchide ne puisse arrêter le héros invincible et l'empêcher de s'emparer de la Toison d'Or. Il sentait qu'il fallait faire quelque chose. Le roi Éétès appela ses hommes, préparant une attaque surprise contre Jason et les héros, furieux que le premier ait survécu à la mission de semis dans le royaume d'Arès. Mais Médée, déjà follement amoureuse de Jason, ne permettrait pas à son père de comploter contre son aimé. Avant que son père n'organise ses guerriers pour lancer une attaque, Médée se précipita vers Jason et lui suggéra d'essayer de récupérer la Toison d'Or. Tandis que Médée conduisait Jason dans une forêt d'un noir absolu, ils purent distinguer une lueur dorée venant de loin parmi les arbres. C'était la peau de l'agneau qui avait porté Phrixus et l'avait amené en Colchide. Mais, comme prévu, le puissant dragon de Colchide protégeait la toison. Le héros frémit, même s'il était l'incarnation même du courage. Mais Médée essaya de le calmer, disant qu'elle était sûre de ce qu'elle devait faire. Médée s'approcha sans crainte du puissant dragon, qui bavait en prévision de son repas imminent. La magicienne leva les bras et appela la déesse magique Hécate. Le dragon fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'endormit grâce aux capacités de Médée. Jason, sur la pointe des pieds et assez effrayé de déranger le monstre, se dirigea vers l'arbre où pendait la Toison d'Or. Jason était heureux d'avoir enfin cet artefact inestimable dans ses bras. Jason et Médée se précipitèrent vers le navire des Argonautes qui les attendait pour quitter le royaume de Colchide. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de partir, Absyrtus, le frère de Médée, les aperçut et surprit la magicienne en train de trahir son père en donnant ses richesses à l'étranger. Les Argonautes réussirent à s'échapper indemnes des domaines du roi Éétès. Comme il l'avait promis, Jason amena Médée avec lui pour la prendre comme épouse. Mais les Argonautes étaient toujours en danger, car la puissante flotte navale du roi de Colchide les poursuivait, avec l'intention de récupérer la Toison d'Or et de punir les criminels. La flotte du roi Éétès poursuivait Jason et les Argonautes. Une partie était sous la direction du prince Absyrtus, qui cherchait désespérément à capturer sa sœur Médée pour avoir trahi sa famille. Les Argonautes choisirent de prendre un autre chemin pour rentrer chez eux pour échapper à leurs poursuivants, en ramant à contre-courant d'Istros. Mais les rameurs durent s'arrêter, épuisés par la lutte incessante contre le fleuve. Grâce à sa vision précise, Lyncée put localiser les navires du prince de Colchide, qui se trouvaient déjà assez près du camp des Argonautes. Ils avaient un avantage numérique significatif. Pour mettre fin à la poursuite et éviter un massacre qui ne ferait que causer des souffrances à toutes les parties, Lyncée prit la décision d'aller voir le prince Absyrtus. S'il lui livrait la traîtresse Médée, le prince déclara qu'il ne se soucierait pas de la Toison d'Or et que les Argonautes pourraient la garder. Une fois de retour au camp, Lyncée informa Jason de l'offre de paix du prince de Colchide. Mais Médée était indigné d'une telle demande. Médée accusa Jason d'avoir rompu le vœu qu'il avait fait de l'emmener en Grèce avec lui et de ne jamais la quitter, faisant d'elle sa femme lorsqu'elle lui avait promis la Toison d'Or. Jason était dans une position périlleuse, puisque toutes les troupes sous son commandement pouvaient périr s'il ne violait pas sa parole. Les Argonautes acceptèrent le marché proposé. Médée serait remise au prince au temple de la déesse Artémis, selon un message reçu par Absyrtus. Lorsque le prince entra pour la première fois dans le temple de la déesse, Médée était là, attaché et sanglotant à genoux. Absyrtus déclara qu'il voulait l'assassiner sur le champ, mais qu'elle serait ramenée en Colchide et saignée devant tout le monde afin que tous voient ce qui arrive à ceux qui trahissent leur communauté. À ce moment-là, l'épée de Jason
frappa le prince dans le dos et lui transperça la poitrine. Craignant pour leur vie, les gardes du prince coururent vers leur camp. Absyrtus fut retrouvé mort au pied de la statue de la déesse Artémis, offensé qu'une conspiration aussi sophistiquée ait été menée dans son temple. Parce qu'elle pensait que son frère serait bientôt utile, Médée exhorta les Argonautes à prendre son corps. La marine du roi Éétès poursuivait désormais les Argonautes alors qu'ils remontaient le fleuve à la rame. La flotte de Colchide était plus adaptée à la navigation sur les fleuves. Elle ne mettrait donc pas longtemps à atteindre les Argonautes. Depuis la proue du navire, le roi Éétès cria que Médée souffrirait beaucoup pour avoir participé à l'embuscade qui avait tué le prince et qu'il exigerait des représailles dès qu'il retrouverait le corps de son fils bien-aimé. Médée répondit que s'il avait besoin du corps du prince, elle le lui donnerait. Elle jeta ensuite la tête de son demi-frère à l'eau. La scène grotesque de Médée jetant les parties du corps de son demi-frère dans l'eau horrifia les Argonautes. Cependant, les navires du roi Éétès abandonnèrent la poursuite pour retrouver la dépouille du prince. Lorsque le monarque vit son fils adoré en morceaux, il fondit en larmes. Dévasté, il décida de renvoyer chez lui la moitié de sa flotte, tout en confiant au reste une nouvelle mission: traquer les Argonautes. Les Argonautes craignaient Médée après l'événement, car ils ne savaient pas de quoi la magicienne était capable pour atteindre ses objectifs. Mais la vérité est que tous les Argonautes auraient péri sans l'acte fou de Médée de jeter la dépouille de son frère dans le fleuve. Les Argonautes s'arrêtèrent pour se reposer après avoir échappé aux guerriers colchides, car il leur avait fallu tellement d'énergie pour s'opposer au courant du fleuve. Cependant, ils ne se rendaient pas compte qu'un nouvel ennemi les surveillait. Les cynocéphales, hommes à tête de chien, sortirent de la forêt. Ces créatures hybrides foncèrent vers les Argonautes comme des animaux sauvages. Après leur choc initial, les héros grecs, intrépides, affrontèrent les cynocéphales avec beaucoup de courage et les vainquirent. Les Argonautes vainquirent les hommes-chiens, mais avaient toujours peur des autres animaux qu'ils pourraient rencontrer dans cette région étrangère. Ils firent valoir qu'ils ne pouvaient pas poursuivre indéfiniment le courant en amont, mais ils réalisèrent également qu'ils ne pouvaient pas faire demi-tour. Les guerriers du roi Éétès les attendaient sans doute pour leur tendre une embuscade. Une fois de plus, Lyncée aperçut le fleuve qui coulait vers la mer au fond de l'horizon grâce à sa merveilleuse vision. Les Argonautes commencèrent à abattre des arbres pour utiliser les troncs dans un plan risqué. Pour accéder à l'autre fleuve, les Argonautes sortirent le navire de l'eau et le poussèrent pendant un temps considérable sur la terre ferme. Comme cela demandait beaucoup de travail, de nombreux Argonautes envisageaient même d'arrêter et d'avancer à pied. Les Argonautes purent atteindre le fleuve qui les mènerait directement à la mer Méditerranée grâce au leadership fort de Jason, qui ne permit pas à ses hommes de se décourager. Les Argonautes se réjouirent du retour de leur navire sous la domination de Poséidon. Ils pourraient désormais retourner en Grèce. Lorsqu'une dangereuse tempête frappa leur navire, la joie des Argonautes s'évanouit. Zeus déversa son tonnerre, signe clair que les dieux ne semblaient pas heureux. Le grand mât du navire transportant les Argonautes fut détruit par l'un de ces coups de foudre. Les hommes commencèrent à accuser Médée d'avoir assassiné si odieusement son demi-frère dans une embuscade au temple d'Artémis, puis d'avoir profané son corps au point d'offenser les dieux. Jason prit la défense de Médée en déclarant que même si ses actions étaient mauvaises, sans eux, les Argonautes auraient tous péri à ce moment-là. Les dieux étaient sans aucun doute en colère contre les Argonautes. Une sculpture réalisée par Héra apparut sur leur navire, déclarant que Jason et Médée devaient expier leurs méfaits. Jason et les Argonautes suivirent les instructions de la déesse et se rendirent sur l'île de Circé, une puissante sorcière
qui pouvait expier les atrocités commises par les Argonautes en utilisant sa magie et ses rites. Lorsque Jason et Médée arrivèrent au palais de la sorcière Circé, elle et ses 2 lions de compagnie les attendaient sous le portail du palais. La sorcière fut informée par Médée et Jason de leur visite et qu'ils avaient besoin de l'aide de Circé pour éviter d'être poursuivis par les Furies. Circé réprimanda le couple pour leurs méfaits. Mais comme ils étaient présents grâce à un signe de la déesse Héra qui semblait favoriser ce voyage, elle accomplirait un rite pour expier leurs transgressions. Seule Artémis semblait bouleversée par la profanation encouragée dans son temple lorsque Circé sacrifiait un bouc émissaire, ce qui atténua considérablement la colère des dieux. Les Argonautes furent autorisés à poursuivre leur voyage sans être harcelés par les Furies, puisque Circé éprouvait de l'empathie pour Médée, qui avait tout sacrifié pour son amour pour Jason. Il y avait également le monstre principal à cette période. Cependant, dès qu'ils quittèrent l'île de Circé, ils furent gravement menacés par les sirènes qui résidaient sur un rocher voisin. Il était difficile de résister à leurs chants, et les Argonautes commencèrent à y être attirés. Leurs chants envoûtants attiraient les marins vers leurs rochers, où leurs bateaux s'échouaient alors. Butès, l'un des Argonautes, fut rapidement séduit par les sirènes et plongea dans l'océan pour atteindre l'île des créatures. Orphée, le meilleur musicien du monde, à l'oreille particulièrement bénie, était l'un des Argonautes et le fils du dieu Apollon. Il reconnut les dangers cachés dans la mélodie des sirènes. Leur musique fut noyée par le chant d'Orphée, qu'il commença à jouer sur sa lyre alors qu'il se tenait à la proue du navire. L'Argo échappa de peu à la destruction sur le rocher de la sirène grâce à Orphée, mais de nombreux dangers graves l'attendaient encore. Après avoir fui les terribles sirènes, les Argonautes atteignirent le pays des Phéaciens, où le roi Alcinoos célébra le mariage de Médée et Jason. S'il tentait de la kidnapper à la demande de son père, il commettrait un crime, car elle était désormais l'épouse légitime de Jason. Libérés des persécutions, les Argonautes pouvaient désormais rentrer chez eux. Mais Zeus et Artémis étaient toujours réticents envers les héros et ne permettaient pas un retour facile au pays. Les Argonautes firent face à des jours de tempêtes successifs, favorisés par Zeus. Les vents terribles les poussèrent vers les côtes libyennes. Les vagues et les vents violents firent échouer l'Argo. Lorsque la mer se calma, le navire s'enlisa dans le sable côtier. Les héros conclurent que les dieux ne voulaient pas qu'ils reprennent la mer. Obéissant au conseil des divinités favorables, ils portèrent le navire sur leurs épaules et cherchèrent un nouveau port pour rentrer chez eux. Pendant 12 jours, les courageux héros marchèrent dans le désert. Ils avaient désormais inversé les rôles avec l'Argo, le navire qui les avait transportés. Maintenant, c'était eux qui transportaient le navire. Médée n'avait pas la force des héros et fut porté par Jason, qui faillit périr en traversant le désert. Le destin conduisit Jason et les Argonautes à rencontrer Triton, divinité fils de Poséidon et héritier du dieu des mers. Il déclara qu'il aiderait les héros à reprendre la mer et à assurer un départ en toute sécurité. Après avoir remis le navire à l'eau, Triton nagea devant le navire, soufflant un obus qui calma les mers et les vents. Cela ouvrit la voie au retour des héros chez eux. Mais les Argonautes n'auraient pas encore la paix. Alors qu'ils contournaient l'île de Crète, ils furent attaqués par Talos, un géant de bronze. La créature lançait d'énormes pierres pour tenter de toucher le navire des Argonautes. La créature était l'œuvre d'Héphaïstos, à la demande de Zeus, pour protéger l'île de Crète des envahisseurs. Les pierres lancées par le géant faillirent toucher le navire. Les Argonautes étaient dans une situation désespérée. Ils ne disposaient que d'une demi-amphore d'eau et pouvaient mourir de soif s'ils ne parvenaient pas à renouveler leurs approvisionnements. Médée prit la dernière amphore d'eau et cria au géant, lui demandant
s'il accepterait du vin. Heureusement pour les Argonautes, le géant adorait le vin et déclara qu'il en accepterait. Médée avait un tour dans son sac. Elle transforma le liquide de l'amphore en un puissant nectar somnifère. Les Argonautes débarquèrent sur l'île de Crète. Médée les conduisait, portant l'amphore qu'elle offrit à Talos. Le géant but le liquide contenu dans le récipient, affirmant que c'était le pire vin qu'il ait jamais bu. Pour cela, ils péraient tous de leur vie. Les Argonautes coururent pour tenter de se sauver, car la créature était blindée par le bronze artisanal d'Héphaïstos. Le géant réussit à piéger quelques héros et la fin semblait proche. Mais Talos porta la main à sa tête et parut étourdi. La potion magique de Médée prenait plus de temps qu'elle ne l'imaginait, mais elle fit effet et le géant tomba au sol. Alors qu'il tombait, sa cheville heurta une pierre pointue, perforant une grosse veine du géant. Tout le sang de Talos commença à couler de la blessure. Sans opposition du géant Talos, les Argonautes réapprovisionnèrent le navire pour continuer leur voyage qui semblait toucher à sa fin. Les Argonautes étaient enfin sur le point de rentrer chez eux, mais ils naviguaient de nuit dans l'obscurité la plus complète. C'est comme s'ils flottaient sur les eaux terribles des rivières du monde souterrain. Ils étaient complètement désorientés dans l'obscurité. Entendant les prières de Jason, le dieu Apollon tira une flèche brillante dans le ciel, et sa lueur indiqua le chemin que les Argonautes devaient suivre. En rêvant, Euphémius, considéré comme le plus juste des Argonautes, reçut la visite de la nymphe Libye, qui lui dit que ce n'était pas son destin d'être emmenée en Grèce. Elle devait être ramenée dans les domaines de Poséidon, et là, elle créerait un royaume pour Euphémius. Euphémius fit part de son rêve à Jason et lui montra une pierre qu'il avait emportée avec lui en souvenir de la visite des Argonautes en Afrique du Nord. Jason interpréta le rêve et dit à son ami de jeter la pierre dans l'océan. Euphémius agit en conséquence et laissa tomber la pierre dans la mer. Une île surgit parmi les vagues, à l'endroit même où la roche s'était enfoncée. C'était l'île de Caliste, aujourd'hui connue sous le nom de Santorin. Là, Euphémius et ses descendants régneraient longtemps. Dans le port d'Iolcos, le roi Pélias regarda approcher le navire des Argonautes, après avoir accompli une tâche que tout le monde croyait impossible. Jason se tenait fièrement à la proue du navire, brandissant la toison de bélier doré qui avait sauvé la vie de Phrixus. Le roi intrigant n'avait pas l'intention d'honorer son accord avec Jason et de lui confier la couronne à laquelle il avait droit. Cela dit, il n'était pas assez fou pour le défier alors qu'il était entouré de ses puissants camarades. Il organisa de grandes fêtes et de grands sacrifices pour honorer la grande réussite des Argonautes et attendit que les héros se dispersent, car ils devaient retourner sur leur terre. Lorsque Jason alla finalement exiger que son accord soit respecté, le roi Pélias nia avoir conclu un tel accord. Sans l'aide de ses amis déjà partis, Jason ne pouvait rien faire. Médée n'accepta pas cette situation et décida de se venger du roi pour ne pas avoir tenu la promesse qu'il avait faite à son mari. Médée attrapa un vieux bélier et le montra aux deux princesses, filles du roi, leur disant que l'animal était sur le point de mourir, mais qu'elle pouvait lui redonner sa jeunesse. La magicienne coupa le bélier en quartiers et le jeta dans un chaudron contenant une recette miracle. Médée révéla aux princesses un jeune agneau sans aucune trace des maladies dont il souffrait auparavant. La magicienne dit alors aux princesses à quel point ce serait formidable si le roi Pélias recouvrait la santé et pouvait se débarrasser de ses problèmes. Les filles de Pélias étaient ravies d'une telle idée, car le roi souffrait de plusieurs maladies chroniques. Médée leur expliqua alors en détail ce qu'elle devait faire. Pendant que le roi Pélias dormait, ses filles entrèrent dans sa chambre et le dépecèrent. Elles préparèrent la recette magique, exactement comme Médée le leur avait enseigné, mais le résultat n'était pas tout à fait celui
auquel elles s'attendaient. Les filles du roi furent désespérées lorsqu'elles se rendirent compte qu'elles avaient été trompées par la méchante magicienne. Elles avaient assassiné leur propre père. Acaste, le fils et héritier de Pélias, bannit Jason et sa sinistre épouse de leur royaume nouvellement hérité. Le héros et sa femme se rendirent à Corinthe, où ils avaient des parents. Cependant, le sort du chef des Argonautes allait être aussi tragique que celui du roi Pélias. En raison de la réputation légendaire que Jason s'était bâtie à la suite de son voyage avec les Argonautes, Créon, le souverain de Corinthe, l'accueillit ainsi que Médée lorsqu'ils furent expulsés de leur pays natal. Jason et Médée eurent 3 enfants alors qu'ils vivaient à Corinthe pendant 10 ans dans une paix relative. Alors que Jason remarquait que la jeune princesse Glossée, qui n'était qu'une enfant à son arrivée à Corinthe, était devenue une charmante femme, le temps et la maternité avaient affaibli la beauté juvénile de Médée. Créon n'avait pas de descendance mâle pour le remplacer. Lorsqu'il apprit que Jason était intéressé par sa fille, il persuada Jason de quitter Médée et d'épouser sa fille pour accéder au royaume à la mort du monarque. Avec une telle proposition, Jason hériterait non seulement du royaume, mais aussi de la charmante princesse Glossée, qui avait déjà conquis son cœur. Médée fut horrifiée par cette idée et rappela à Jason son vœu de ne jamais la quitter. Jason fut maudit par la magicienne. Elle affirma que parce qu'il voulait tout, il perdrait tout. Le roi Créon exila Médée de son royaume, tandis que Jason ignora ses supplications et épousa néanmoins la princesse Glossée. Le roi Créon était conscient du danger potentiel de Médée. Peu de temps après la cérémonie de mariage, Glossée reçut un cadeau de Médée, comprenant un diadème extravagant digne d'une reine et une tenue orientale en soie. Elle commença à avoir des nausées et de la mousse à la bouche alors qu'elle essayait la robe et le diadème. Cette dernière semblait également capable de lui brûler la tête. Le roi Créon tenta de sauver sa fille en la tenant dans ses bras alors qu'elle s'éteignait. Médée avait maudit la tiare et empoisonné l'intérieur du vêtement. Après être entrée en contact avec les vêtements empoisonnés, la princesse périt et le roi la suivit bientôt. Enragé, Jason entra chez lui pour se venger de Médée. Le serviteur de Jason essaya de l'empêcher d'entrer, car ce qu'il verrait le détruirait. Jason, cependant, l'écarta et entra dans sa maison. La situation que découvrit Jason était encore pire qu'il ne l'avait prévu. Médée avait mis à exécution son avertissement et lui avait enlevé tout ce qui lui était cher. Jason découvrit ses 3 enfants morts sur le sol. Jason fut complètement dévasté en voyant Médée quitter Corinthe sur un char tiré par 2 dragons que la magicienne avait fait apparaître. Dans son désespoir, le héros, qui avait entrepris l'une des plus grandes aventures de l'histoire, décida qu'il n'avait plus aucune raison de vivre dans ce monde et se suicida, rejoignant d'autres héros grecs légendaires dans les Champs-Élysées.